Ça me permet de faire deux petits rappels. S'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de nous rendre les casques à la fin de la journée. Ne partez pas sans faire attention avec dans le sac. Sinon, on vous harcèlera puisque maintenant, on a vos contacts. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous les casques. Et n'oubliez pas, demain, les journées se poursuivent donc à l'Institut Polonais de Paris, mais à l'adresse rue de la Faisanderie, qui n'est pas la première adresse qui sort lorsqu'on cherche l'adresse sur Google. Attention. Voilà. Alors, nous continuons donc avec ces deux communications. La première nous est proposée par Ileana Parvu, qui est professeure à la Haute École d'Art et de Design de Genève et qui est chargée de cours à l'Université de Bâle. Elle est l'auteure de 3 études sur Anna Lukács. C'est Lukács ? Voilà. Et elle vient de publier Les fils renoués, Anna Lukács, les années 1970. C'est bien parce que comme ça, je l'ai, je peux vous le montrer. Qui vient de paraître. Et sans plus attendre, je la laisse nous raconter tout ça. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et d'avoir accepté ma communication. Je parlerai de la tapisserie, de l'art textile exposé à l'extérieur, en plein air. Et j'ai une première partie assez rapide qui se passera surtout à Lausanne lors de la Biennale. Ça a un sens, Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne. Et là, je parlerai des 2 artistes qui sont devenus un peu des artistes phares au fil des éditions ou même peut-être dès le début avec Magdalena Bakanović. Mais je parlerai également de Jagoda Buic, une artiste croate, yougoslave à l'époque. Et puis, dans la seconde partie, je parlerai d'Anna Lukács, qui était aussi présente à ses débuts à Lausanne. Et puis ensuite, elle a exposé ailleurs, en fait, ses œuvres présentées en extérieur. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire de la tapisserie connaît un tournant. On commence alors à parler, comme le critique suisse André Kuenzi, de nouvelles tapisseries ou aux États-Unis de fiber art. Il y a ce changement, besoin d'un nouveau terme. L'élément formel qui donne lieu à ce tournant réside dans la distance qui commence de se creuser entre la pièce tissée et le mur. Les tapisseries ne sont donc plus des tapisseries murales, elles s'avancent dans l'espace, se font tridimensionnelles, prennent du volume. On pourrait aussi les décrire comme des sculptures textiles. D'étude en étude, c'est cet élément qui revient. Il en est pourtant un autre qui n'est pas mentionné, je ne l'ai pas vraiment beaucoup trouvé, et sur lequel porte précisément ma communication. Dès le tout début des années 70, voire même dès la fin des années 60, des pièces tissées sont exposées à l'extérieur. Elles quittent l'espace clos de l'atelier ou du musée pour une présentation en plein air. Cette diversification des modes de présentation des travaux textiles se produit de manière inaugurale en 1973 à la Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne. C'est là que les pièces tissées de Magdalena Bakanović et de Jagoda Buic se sont rencontrées à l'extérieur du musée. Magdalena Bakanović a précisément mis en scène l'abandon de l'espace intérieur que le palais de Rumine mettait à sa disposition pour l'exposition de son œuvre. La corde, donc dans le titre sous lequel Magdalena Bakanović a présenté cette œuvre dans les dossiers de candidature. Alors, c'est un titre long et traduit sans doute par Magdalena Bakanović elle-même en français. La corde, ses pénétrations, sa situation dans l'espace, a traversé en se déroulant diverses salles de l'édifice avant de s'élancer au dehors. Et là, ça c'est la façade nord du palais de Rumine, je ne sais pas si vous connaissez, qui est attenante à un petit jardin du musée où il y avait un bassin d'eau, une fontaine. Et c'est là que la corde finissait de se dérouler.
Dans son compte-rendu de la Biennale, André Kuenzi ne paraît que très peu goûter ce projet. La description qu'il en fait conforte le partage entre travail bien fait et expérimentation. Magdalena Abakanowicz aurait renoncé à exposer une œuvre aboutie. Ce qui, selon le critique, pose problème, c'est que la corde s'adresse avant tout à l'intellect. Il n'a sans doute pas tort d'employer le mot « concept » dans sa description de l'œuvre, puisque la gigantesque bobine, c'est en tous les cas ce que j'ai trouvé dans la monographie de Johanna Inglot, donc cette gigantesque bobine dont l'artiste s'est servi dans son installation lausannoise pour enrouler la corde, provient très vraisemblablement du happening The Wheel, exécuté en 1968 par le tenant du conceptualisme polonais Edward Krasinski. Mais en appuyant sur la séparation entre art textile et art conceptuel, André Kuenzi passe clairement à côté du sens de l'action de Magdalena Abakanowicz, qui consiste à donner à cette pièce tissée une dimension clairement conceptuelle. Si la contribution de Jagoda Buic à la Biennale de 1973 semble plus à même de trouver grâce aux yeux du critique, c'est sans doute car elle correspond, à la différence de la corde de Magdalena Abakanowicz, à l'image de l'environnement textile. L'artiste croate a réalisé 15 modules tissés en sisal rouge, hauts de presque 3,5 mètres, qui prennent vers le bas l'aspect de la fourrure. Ils sont suspendus par groupes de 3 ou 4 de façon à découper l'espace par leur disposition en accordéon. Le titre de l'installation indique que les formes se meuvent à la fois au-dessus de l'eau et en plein vent. On peut remarquer que rien qu'à ce niveau du titre, Jagoda Buic voulait spécifier que son œuvre était destinée à une présentation en plein air. Et donc voilà, on les voit au-dessus de ce bassin. Les visiteurs qui pouvaient, à travers les baies du palais de Rumine, apercevoir cette œuvre dans le jardin du musée, avaient la possibilité de sortir pour les regarder de près. Et là, ils voyaient, alors c'est la même image que je vous ai montrée avant. Ah voilà ma souris. La corde, c'était peut-être un peu mystérieux la première fois que j'ai montré cette image, la corde s'enfonce vraiment dans cet environnement textile de Jagoda Buic. C'est vraiment ces deux artistes dont les œuvres se trouvent réunies, mais pas dans le musée, au-dessus du bassin d'eau. Voilà, et là, une autre... sans attendre l'année 1973, les deux artistes étaient chacune de leur côté essayées à la présentation de leur tapisserie en dehors des murs des musées. Quand elle complète le formulaire de la Biennale, Jagoda Buic indique que l'exécution de formes mouvantes sur l'eau, pour reprendre le titre qu'elle a elle-même traduit en français, s'est déroulée en 1972. L'œuvre ne semble pourtant pas avoir été exposée avant la manifestation lausannoise. Et cela suffit peut-être pour supposer qu'elle a été créée pour l'occasion. Elle a connu par la suite plusieurs installations en plein air que l'absence d'un plan d'eau n'a pas gêné. Il est en revanche très probable qu'un autre environnement textile datant de 1969 ou 70, enfin la datation varie dans les catalogues, a été disposé à l'extérieur dès le début des années 70. Dans cette photographie, les tapisseries de l'artiste sont à la fois suspendues à des barres et posées au sol en travers de l'esplanade du fort Revelin à Dubrovnik. On reconnaît, on a le lieu qui n'est pas du tout indiqué dans la légende du catalogue que j'ai consulté et dans aucun autre, mais on identifie grâce au clocher de l'ancien couvent dominicain. Comme Jagoda Buic, Magdalena Abakanowicz présente en 1973 à Lausanne une œuvre réalisée l'année d'avant, en tout cas sous cette forme-là, à Édimbourg. Et là, on revoit ces images
des archives de la Galerie des Marcos à Édimbourg. Et donc avec ce projet qui consistait à faire sortir et entrer la corde à la fois dans l'espace de la galerie, que Magdalena Abakanowicz trouvait un peu trop exigu pour la monumentalité de sa pièce. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans un entretien. Et donc, elle décide d'aller vers l'extérieur. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est de tirer la corde à l'intérieur par une fenêtre du rez-de-chaussée pour la faire ressortir au premier étage, la laisser disparaître au-dessus du toit et la faire dessiner un parcours dans la cité. Elle commence par relier la Galerie des Marcos à la cathédrale Sainte-Marie, passe ensuite par la maison chapitrale avant de se perdre dans un jardin adjacent. Voilà, j'ai d'autres images. Là, c'était assez, enfin, toujours entrer, aller réunir en fait l'intérieur et l'extérieur. Et là, j'ai apporté aussi des photographies du tournage du film Abakani, dont il a été déjà question plusieurs fois. Mais il m'a semblé que, même si le contexte est différent, parce que c'est clair, ce n'est pas un environnement à l'extérieur, c'est pour un tournage, mais il y a quand même cette idée de porter le textile en extérieur, de le laisser bouger tout doucement. Je crois qu'il y a là, pour cette partie qui a été tournée par Jaroslav Brozowski, il y a aussi un slow motion, non? Et ça, c'est vraiment laisser la tapisserie bouger au ralenti. Enfin, il y a vraiment prend la lumière, le vent. Et voilà, il y a aussi cette photographie que l'on trouve dans les archives où, on a parlé déjà assez souvent de cette capacité englobante des Abakans. Et là, Magdalena Abakanowicz, derrière son équipe technique, trouve place comme ça, comme dans une mandorle. Hein. J'ai pensé un peu au tympan gothique, cette forme en amande comme ça, un peu comme une figure un peu en majesté. Voilà, mais donc ça c'est les photographies de Barbara Stopczyk qui ont été réalisées durant le tournage d'Abakani. Lukács n'a pas participé à la Biennale lausannoise qui, en 1973, a réuni les productions d'Abakanowicz et de Buick, mais cela ne l'a pas empêché de présenter pareillement à l'extérieur ses tissages. Invité à la 8e Biennale internationale des jeunes artistes qui s'est tenue à Paris durant l'automne 1973, l'artiste a étendu sur des cordes disposées devant l'entrée de l'exposition au Palais de Tokyo 10 pièces tissées, dont la liste de colisage nous apprend qu'elles avaient une longueur totale de 210 mètres. Donc il y a dans cette disposition une véritable tension entre l'ordre et la possibilité qui était donnée de toucher, pour toucher les œuvres, les bouger, puisqu'il fallait bien mettre un peu de désordre pour réussir à se frayer un passage et entrer pour voir l'exposition. Tapis volant, symbole de la paix, dépend en grande partie de l'arrangement des toiles. Les tapisseries de basse lisse, exécutées à la main par l'artiste qui, n'employant pas d'assistant, a très probablement recouru uniquement à l'aide de son entourage, sont en effet ordonnées de façon à donner lieu à une succession de demi-cônes renversés que Lukács dénomme des capuchons. Là, on les voit peut-être moins arrangés comme ça, comme des modules, puisqu'il y a un petit effet de mouvement dans la photographie elle-même. Dans une note d'intention que Georges Boudaille, qui a assumé dès 1971 la fonction de délégué général de la Biennale de Paris,
prix Loupage de rédiger au sujet de sa contribution, l'artiste observe que l'on n'a pas l'habitude de voir la tapisserie exposée en plein air. Alors, je fais référence à un entretien avec Jagoda Buic, cette fois, donc petit saut d'Anna Loupage à Jagoda Buic, dans le quotidien serbe Politika du 3 novembre 1973. Jagoda Buic se targue d'avoir été la première à concevoir des installations textiles spécialement pour l'extérieur. Il me semble, je crois qu'il y a un propos un peu semblable aussi d'Anna Loupage. Il y avait un véritable... presque une compétition comme ça entre artistes pour qui va exposer. Donc ça devient vraiment un propos très prenant entre la fin des années 60, début des années 70, comme une compétition à qui va exposer le textile en plein air. Et pour Jagoda Buic, elle dit qu'elle a puisé cette idée de disposition en plein air dans l'art populaire. Et elle dit « Les capes de nos bergers, quand ils parcourent la montagne, ne sont-elles pas battues par la pluie, soulevées par le vent, brûlées par le soleil ?» Et maintenant, Anna Loupage, elle aussi, dans la note d'intention pour la Biennale de Paris, dit que il y a ce parallèle au linge, c'est assez évident, au linge qui sèche à l'air libre. Et elle rappelle les diverses opérations de lavage, de blanchissage, d'assouplissement qui sont nécessaires à l'entretien des tissus et donc des tissages faits à la main, souvent aussi dans des fibres qui ne sont pas très, très, très douces. Hein. C'était pas forcément toujours du coton, mais aussi du chanvre, du lin, qui pour des draps ou des pièces d'habillement, enfin, pouvaient être un peu rêches. Donc voilà, toutes ces opérations. Et ce travail motive, d'après Anna Loupage, l'introduction du mot « la paix » dans le titre de l'œuvre. Loupage rejette les symboles convenus de cette notion pour se lancer dans une description de la quiétude nécessaire à l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne. Les photographies publiées dans le catalogue de la Biennale de Paris rendent compte de la première occurrence de tapis volant, symbole de la paix. Et ça se passe un an avant, en 1972, avant d'être déployés donc, devant l'entrée du palais de Tokyo. Les tapisseries de Loupage flottaient sur une aire de jeu du quartier Grigorescu à Cluj. C'est une place de jeu non loin de son atelier. Mais d'autres photographies de cette première installation furent également expédiées à Paris. Elles montrent le déroulement de ce que l'artiste, dans son dossier pour la Biennale, dénomme une expérience. Loupage a travaillé, d'après ce qu'elle écrit, avec une équipe d'éducateurs, de psychologues et d'assistants techniques afin que les enfants d'une école des environs puissent se servir de son installation pour jouer. Avant même d'être redéployé de septembre à octobre 1973 devant l'entrée du palais de Tokyo, l'installation de Cluj a été transposée dans un cadre plus champêtre. Au printemps de cette même année, des cordes à linge sont nouées à des pieux sur un coteau d'où l'on pouvait apercevoir en contrebas le clocher du village de Margaux. Donc ça, c'est dans la campagne transylvanienne. Tapis volant, symbole de la paix, a pris ici une toute autre ampleur, dès lors que pas moins de 15 rangées de fils couvraient une surface de quelques 3000 mètres carrés. Donc on est là du côté d'une recherche de monumentalité. Si Anna Loupage n'est assurément pas arrivée les mains vides, ces tapisseries, vraisemblablement exécutées avec l'aide de son entourage, comme je l'ai déjà dit, ont été étendues à Margaux à côté d'un nombre nettement supérieur de tissages que les paysannes elles-mêmes ont bien voulu mettre à sa disposition. D'une certaine manière, c'est une œuvre collaborative, participative, et qui donne lieu comme à un moment convivial aussi, hein, action à caractère festif,
fête de village, mais quand même organisée par l'artiste, et l'œuvre porte évidemment le nom de l'artiste, et les paysannes de Margao ne sont pas du tout créditées, ça il faut le dire aussi. Dans son dossier de candidature à la 7e édition de la Biennale lausannoise de la tapisserie, Anna Loupache joint une photographie. Donc c'est une œuvre qu'elle a proposée à Lausanne, mais qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été exposée. Mais ça nous permet d'avoir le titre traduit en français, le titre de cette installation traduit en français par l'artiste, donc 4 blocs, tapis volant, symbole de la paix, ça c'est reprise, c'est un titre très générique chez Anna Loupache. Mais ensuite, il y a un sous-titre, objet obtenu par action, action au caractère de fête, et c'est ce titre qu'on retrouve dans la revue d'histoire de l'art, l'unique dans les années 70 en Roumanie, la revue Arta, où là, on a aussi cette répétition du mot action. L'objet est produit par l'action, l'action a un caractère festif, et c'est un peu comme si l'artiste prenait des distances avec la tapisserie, avec le tissage. Bien sûr, on a les éléments qui ont été tissés, mais ça devient autre chose. On est dans un autre genre artistique, et ce genre artistique est plutôt rattaché à l'art conceptuel. Et on sort évidemment aussi des genres imposés par le régime communiste, la peinture et la sculpture. Sans la contribution des paysannes de Margao, il est certain que l'action d'Anna Loupache aurait difficilement pu avoir lieu. Ces femmes ont tiré de leurs armoires de quoi garnir les rangées de fils s'étageant à flanc de coteaux. Les draps que l'on voit flotter au vent dans les photographies sont de fait leurs réserves de tissus fabriquées à la maison durant les mois d'hiver, quand les travaux des champs offraient une pause. L'action d'Anna Loupache met en évidence cet objet artisanal au moment même où la production industrielle a supplanté le fait main. Les paysannes ne sont pourtant pas allées jusqu'à recommencer les tâches éprouvantes du lavage, de l'assouplissement. Donc ça se faisait une seule fois au moment où on avait fini le tissage, je me dépêche. Et voilà, on voit en fait dans les photographies, on voit les rouleaux tels qu'ils devaient être conservés, et je me dépêche. Et donc, il a suffi de les dérouler pour les étendre, et donc ils n'ont même pas été trempés. Forte de cette première expérience, Loupache n'a pas tardé à organiser une autre action. À la fin de l'été 1974, elle est retournée à Margao pour exécuter, avec l'aide de paysans, des couronnes en épis de blé. L'année d'après, le projet fut publié sous le titre « Les couronnes d'août » dans le numéro du même mois de la revue littéraire Sécolo 20, le XXe siècle. Imprimé sur une double page qui se déplie, 11 petites photographies montrent les objets disposés dans les cours des maisons de village. Et on a ici un sous-titre qui est sculpture végétale. Donc là, je saute. Il s'agit en fait d'une ancienne tradition que l'on a en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, et aussi dans cette région de la Roumanie, la Transylvanie, qui consiste donc au moment de la fête des récoltes à glaner les céréales qui restent dans les champs et à construire ces couronnes monumentales. Et là, je passe assez vite. On voit l'artiste qui est tout occupé donc on la voit à droite, Anna Loupache, qui essaye de disposer ses photographies, tandis que les paysans qui ont revêtu leur costume du dimanche sont plus occupés à poser que vraiment à aider l'artiste avec cette disposition. Et il y a toute une série de dessins qui détaillent en fait les étapes de
d'exécution de ces couronnes, là le cadre en bois, le treillis métallique, et puis ce qui est très très important là pour la fin de ma présentation, c'est qu'on voit là Anna Luppach passe du modèle du tissage avec la trame à un modèle de la couture avec ce point de chaînette qu'on voit ici aussi assez clairement. Et pour finir, il y a cette question, est-ce que sortir de l'espace de l'atelier, de l'espace du musée, est-ce que ça veut dire sortir de la tapisserie, sortir du domaine du tissage pour aller vers l'action, pour aller vers l'art conceptuel? C'est pas très clair, je crois, un peu comme pour Magdalena Abakanowicz, puisque Anna Luppach, après avoir fait ses actions, ses installations en plein air, est revenue à l'art textile, mais avec ce modèle de la couture, et elle a réalisé ce que une autre artiste roumaine, Geta Bratescu, a joliment dénommé des dessins à la machine à coudre. Mais ça, c'est une autre histoire, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ileana. Moi, allez-y, je vous laisse vous asseoir, mais ce qui est marquant tout de même lorsqu'on voit ce que vous nous avez présenté, notamment à Margaux, c'est la vue d'ensemble qu'on doit nécessairement avoir, ce qui diffère énormément de ce que peut proposer Magdalena Abakanowicz lorsqu'on regarde Abakani ou lorsqu'on regarde les environnements, parce qu'on a cette idée d'une cadence, d'un rythme. Vous parliez tout à l'heure d'art conceptuel ou de minimalisme. On se demande aussi si ça ne va pas du côté du land art, enfin, c'est à peu près dans les mêmes époques. Je me demandais d'ailleurs si Christo et Jeanne-Claude n'avaient pas vu ce genre de travail, parce que je ne sais pas si vous y avez pensé, mais on pense à The Gates, on pense à des choses comme ça. Mais avant, en fait, je regardais les dates plus ou moins en même temps, parce que je crois qu'ils sont au Colorado dans les années 70, donc ça m'a beaucoup marqué en voyant ça. Je vous remercie beaucoup.